À de Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 14 mai 2024 qui sera consacrée maintenant, dans sa partie artistique, par à Louis Souter. un Louis Souter. Voilà, ben oui, Louis Souter, on l'avait découvert à Maison Rouge, qui était un lieu magnifique d'exposition, pas loin de la gare de Lyon. Il y avait une exposition qui s'appelait Louis Souter, le tremblement de la modernité, et ça avait été une vraie révélation de découvrir cet artiste suisse. Alors Louis Souter, oui, il est artiste, peintre, dessinateur. Il est né à Morges, c'est tout près de Lausanne, en 1871. Son père était pharmacien, sa mère musicienne, professeur de chant, et elle aimait organiser chez eux des concerts. Donc il y a une fratrie de 3 enfants. Il a un frère aîné, Albert, une sœur cadette, Jeanne, Louise, et donc tous sont musiciens. Et c'est aussi un cousin de Le Corbusier, ce qui aura son importance sur la fin de sa vie. Donc lui commence à faire des études d'ingénieur à l'université de Lausanne, puis il va les interrompre pour étudier l'architecture à Genève. Et l'importance de la musique chez ses parents, probablement les concerts donnés à la maison, ont sans doute eu une influence sur son parcours, car en 1892, donc il a 21 ans, il interrompt ses études d'architecture et choisit d'entamer une carrière musicale. Donc là, il part pour Bruxelles et il devint l'élève du violoniste Eugène Ysaÿe au Conservatoire royal de Bruxelles. Et là, il est immergé dans l'époque de l'Art Nouveau, dans le groupe des Vins, dans la musique, dont Ysaÿe était proche, et à l'époque du symbolisme, dans la littérature, la poésie, la philosophie, le théâtre, mais surtout les arts plastiques. Donc tout ça, c'est un monde qui est très stimulant et effervescent. Et là, il rencontre une jeune américaine, Madge Sussman, qui est aussi élève d'Eugène Ysaÿe, qui est une chanteuse, une excellente chanteuse, et on verra qu'ils se marieront un peu plus tard. En 1895, Ysaÿe était en tournée aux États-Unis, et Louis Souter, comme d'autres de ses camarades, quitte le conservatoire de Bruxelles et s'installe à Lausanne pour y suivre des cours de dessin et de peinture, et ensuite il se rend à Genève. Et cette même année, à Morges, il fait venir Madge, à qui il s'était fiancé, pour la présenter à ses parents. Il s'établit ensuite à Paris, il veut poursuivre ses études dans les ateliers de Jean-Paul Laurens et à l'Académie Colarossi également. Et en Suisse, il avait étudié donc un art plutôt traditionnel, des scènes rupestres, et à Paris, il étudie la peinture académique et les grandes reconstitutions dramatiques. À Paris, il devint l'ami d'un céramiste américain qui lui apprend que Colorado Springs, c'est une ville du Colorado, qui est la ville natale de Madge, avait une université en pleine expansion dans laquelle un département des beaux-arts allait être fondé. Donc il conseille à Louis Souter de s'y établir et d'y créer un département d'enseignement de dessin et de peinture. Donc c'est un départ pour les États-Unis. Il va d'abord aller à New York pour faire de l'architecture, mais il est malade, il va pas pouvoir faire aboutir ce projet. Il se rend ensuite à Chicago et puis il s'installe donc à Colorado Springs où vivaient les parents de Madge au pied des montagnes rocheuses. Là, Louis Souter et Madge Sussman se marient et Souter ouvre un atelier privé et il dirige également le département des beaux-arts du Colorado Springs College. Il enseigne le dessin, la musique. Ses cours ont un immense succès, mais le couple, lui, va pas très bien et se sépare en 1903. Donc Louis Souter démissionne de son poste au département des beaux-arts et il retourne à Paris. Et cette séparation et ce divorce, en fait, c'était un point de rupture dans sa vie, le fait que sa vie avec sa femme n'ait pas fonctionné, et même cette vie qu'il va découvrir aux États-Unis, qui est complètement différente, effectivement, de ce qu'il pouvait vivre en Suisse ou en France. Donc il reste quelques mois à Paris après son retour des États-Unis, puis il retourne dans sa ville natale, juste avant le décès de son père. Alors il parle très peu de son passé, on dit qu'il confiait à une de ses amies des souvenirs, des sentiments, qu'il avait des souvenirs pénibles de sa vie conjugale, qu'il s'était senti dépassé, incompris. Voilà, il parlait aussi des paysages d'Amérique, d'un sentiment de grandeur, d'espace qu'il y éprouvait, mais il insistait aussi sur l'importance qu'on donne en Amérique aux vêtements, à toute cette apparence, voilà, cette Amérique dans laquelle il fallait absolument réussir
être quelqu'un de grand et il a l'impression d'être dépassé partout en fait, j'ai l'impression. Et en 1907, Souter put envisager donc une carrière de violoniste. Il faut se rappeler qu'il a fait cette formation de violoniste et il est autant musicien que dessinateur en fait, qu'artiste. Et donc il va rentrer dans l'orchestre du théâtre de Genève au rang de premier violon. Et une mésentente par contre le pousse à quitter son poste. Et en 1908, il est engagé par l'orchestre symphonique de Lausanne. Ensuite, il revient violoniste à l'orchestre de Genève, mais il a quelques dysfonctionnements, c'est-à-dire que l'orchestre peut répéter, même faire des concerts, et d'un coup, il peut s'interrompre et donner des conseils au chef d'orchestre. Donc en fait, ça peut pas complètement fonctionner. Donc les années suivantes, il travaille à Morges et là il intègre l'ensemble de Loulou Schmitt. Ce sont des petits orchestres de thé dansant, de stations touristiques où il peut jouer par exemple sur des projections de cinéma muet. Là il peut accompagner des projections de films. Et en mars 1922, il a 51 ans, il est de retour donc dans sa ville natale. Et il avait gardé de son éducation et de sa vie aux États-Unis, donc ce goût un peu du luxe, des vêtements élégants. Mais là, maintenant, il gagne peu d'argent. Et il gagne peu d'argent, mais il reste très dépensier, en fait. Et il va souvent faire des cadeaux à sa famille. Il s'habille très élégamment. Il s'achète des costumes, des chemises, des cravates, un chapeau melon et... sauf que c'est sa famille qui va payer. D'ailleurs, il a une élégance, on voit sur les photos qu'il représente, effectivement, il a de très beaux costumes et toujours ce chapeau melon. Son frère aîné va reprendre la pharmacie familiale, mais en fait, ce frère va aussi aller très mal, il va boire et en fait, va pas pouvoir gérer la pharmacie. Ce frère va mourir assez rapidement. Et ses parents sont décédés, son frère donc ayant un problème avec l'alcool, la pharmacie familiale va être revendue, donc Souter va se retrouver placé sous tutelle. Et en 1922, donc son frère avant l'avait fait mettre pour quelques mois en pension dans une maison de santé, et l'année suivante, les autorités municipales de Morges le mirent en pension à l'asile de vieillards de Balleg dans le Jura vaudois. Alors cet asile de vieillards n'est pas un asile psychiatrique, c'est un asile pour personnes âgées, indigentes, âgées et moins âgées, parce qu'en fait il n'est pas si âgé que ça, quoi. Voilà. Et c'est un hospice qui est destiné à accueillir les vieillards et les mourants qui n'ont pas de revenus de la commune ou des communes avoisinantes. Et les motifs justifiant cette mise en pension, qui devait être définitive, en fait, étaient Souter était incapable de subvenir à ses besoins. Il faisait des dépenses inconsidérées. Sa tenue et ses excentricités nuisaient à sa bonne réputation et surtout à celle de la famille qui restait, quoi. Il a 52 ans et en fait, il va y rester jusqu'à sa mort en 1942. Donc, il meurt à 71 ans, je crois. Et c'est un bon marcheur. Et là, on l'autorisait quand même à sortir, à faire plusieurs marches par jour, même parfois de partir plusieurs jours. Il pouvait aller jusqu'en Suisse romande. Il retrouvait la nature. C'était un grand amoureux de la nature. Il a même une période où il peignait des fleurs. Il adorait rester des heures devant la nature. Il peut rencontrer des amis, les visiter. Et donc, il peut aussi donc, voir Le Corbusier et des cousins à Genève. Il peut même aller jusqu'en France, la France frontalière du Jura vaudois. Et pendant les premières années, il gagne sa vie comme artiste. Il travaille son instrument dans une petite salle derrière la chapelle de Balleg et il donne des petits cours et il joue parfois au culte du dimanche ou à des soirées musicales. Et il donne des leçons de musique. Et s'il considérait la musique comme sa première vocation, il se consacrait néanmoins au dessin qu'il n'avait jamais abandonné pendant les 15 années de sa carrière de violoniste, comme on en pu témoigner des musiciens qui avaient travaillé avec lui. Donc il accumulait les projets, les esquisses, et il faisait même des dessins plus élaborés, mais il ne datait jamais rien. Et son cousin Le Corbusier, qu'il avait retrouvé à l'asile des vieillards en 1927, s'intéresse à son œuvre et là prend conscience de la qualité de son art. Et c'est grâce aussi à Jean Giono qui faisait souvent, qui avait une cousine, je crois, qui travaillait dans cet institut, qui va rencontrer Louis Souter et son travail, qui va s'intéresser à ce qu'il fait, qui va lui acheter même des dessins qui vont donner donc de la valeur à son travail, parce que là-bas on le prenait un peu pour un fou pornographe, parce qu'effectivement il y a une période où il dessinait beaucoup de femmes nues. Et donc ça va donner du poids à sa valeur.
Et ils vont l'aider en lui donnant du papier de meilleure qualité, des feuilles plus grandes, de l'encre de Chine. Et donc c'est là qu'il va pouvoir dessiner à la plume des dessins de plus grande dimension, plus fouillés, plus élaborés. C'est ce qu'on appellera sa période un peu maniériste, quoi. Parce qu'il faut voir que dans un hospice comme ça, le personnel n'étant pas du tout formé, pouvait des fois prendre de ses dessins ou allumer le poêle, ou avait des fois des mesures de rétorsion, à lui confisquer son violon s'il n'était pas à faire exactement ce qu'il fallait. Et lui avait tellement un besoin de dessiner que je crois qu'il allait aussi à la poste. Il y avait apparemment de l'encre disponible. Et donc je crois que c'est la poste de Balek qui avait une consommation d'encre trop importante, justement, parce que c'est là-bas qu'il se retrouvait pour aller travailler. Donc il a 66 ans, c'est un vieil homme, et là il va souffrir d'arthrose dans les mains. Ses mains sont toutes déformées, et du coup il peut plus tenir les pinceaux, il peut plus tenir ses plumes. Donc il va travailler au doigt. Et en fait il va travailler avec de l'encre qui est même de l'encre de carrosserie, de l'encre noire. Et donc il va faire sa dernière période, ce sera toute une période de peinture au doigt qui trempe directement dans l'encre ou dans la gouache, et c'est comme ça qu'il travaillera jusqu'à sa mort, quoi. Et donc voilà, c'est toutes ces périodes, on va parler après de son travail sur toutes ces périodes différentes. Et c'est intéressant, enfin c'est vrai que Souterre nous avait vraiment tout de suite intéressé, même l'homme, quand on va voir un peu comment il travaille, enfin physiquement c'est quelqu'un on sent une souffrance, hein, on sent quelque chose, il a un visage très, très émacié. Il paraît que c'est quand il revenait des États-Unis, il est revenu plusieurs fois pendant son mariage de temps en temps en Suisse, qu'à chaque fois il revenait amaigri, mal en point, enfin voilà, et effectivement il respire pas vraiment la santé, quoi. Je dirais le visage de ce pays qui dort entre le lac tranquille et les montagnes bleues. Je dirais les blés mûrs et les avoines d'or et les chemins couchés près des talus poudreux. Je dirais le ciel pur, le vol des hirondelles et les prés qui reposent aux hanches des vallons. Je dirais le ruisseau coulant sous le tunnel des arbres penchés sur son lit de sable blond. Je dirais les sentiers qui courent en forêt, les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des ronds de lumière, la mousse humide et sombre et les étangs secrets cachés dans les roseaux à l'orée des clairières. Je dirais les villages aux fermes grasses et blanches, les larges toits de tuiles et les greniers purs. Je dirais les fenêtres ombragées par les branches, des tilleuls familiers aux troncs gris et trapus. Je dirais le granit usé des bassins ronds et l'eau claire qui chante au goulot des fontaines. Je dirais les rues propres où dorment les perrons et les chiens paresseux qui respirent à peine. Je dirais les vergers accroupis près des granges, le soleil arrêté au-dessus des jardins. Je dirais les pressoirs attendant la vendange et les remises où vole la poussière du foin. Je dirais l'ouvrier qui part au matin blanc et sa première pipe, la gare qui s'éveille. Je dirais le collège et les cris des enfants et la cloche qui sonne et le bruit des abeilles.
Je dirais ces gens-là qui parlent peu et lourd, et les vieux sur leur banc caressés par l'été. Je dirais les souliers qui rentrent des labours, les femmes préparant pour demain le marché. Je dirais le troupeau qui bouge dans les tables, et la cuisine fraîche quand tombe le soir d'or. Le repas qu'on prend autour de la grande table, je dirais le visage du pays qui s'endort. C'était Le Pays qui dort, interprété par Michel Buller, qui est lui-même suisse. Alors maintenant, on va parler un petit peu de son œuvre, qui nous avait tant séduit. Alors on peut dire donc qu'il y a 5 périodes dans l'œuvre de Souterre. Une première période qui est une période des œuvres classiques, qu'on appelle les œuvres de jeunesse. Après, il y a une période qui est un peu la période des cahiers, où il dessine justement sur un peu ce qu'il trouve, c'est tous ces cahiers où il a travaillé un peu dans les marges. Voilà, et la période maniériste, puis une période de peinture. Alors on a vu très peu de peinture, c'est quand même pas ce qu'il représente le plus. Et puis en fait la période de 1937 à 1942, qui est la période des dessins au doigt. Alors de cette période, les premières périodes, en fait, il reste jusqu'aux 7 années passées aux États-Unis. En fait, il y a très peu d'œuvres qu'on a retrouvées. Il reste une 50aine d'œuvres. Et en fait, c'est la longue période de 1923 à 1942 où là, on a retrouvé des milliers de dessins. Alors, il y a un historien d'art qui s'appelle Michel Thévaux qui, lui, a fait le catalogue raisonné de son œuvre, qui a aussi écrit un livre sur Louis Souterre que j'avais acheté à Maison Rouge, mais qui est vraiment dans une approche psychanalytique. Donc, nous, on n'a pas trop eu envie de retenir toute cette partie-là, même si effectivement, on sent bien qu'il y a des problèmes, il y a eu des problèmes dans cette famille, qu'il y a un problème quand même existentiel, mais enfin voilà, on n'a pas voulu rentrer là-dedans, et donc il aurait fait donc 2850 dessins dans sa dernière période de dessin, des crayons, de la plume, du noir et blanc, jusqu'à ce qu'il peigne avec les doigts. Et donc on peut parler un peu de tout son travail. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, comment tu peux nous parler un peu de tout ça, quoi. C'est-à-dire que ces premières périodes avant sa peinture au doigt, même sa peinture à l'huile classique, si on peut dire, parce que il peint comme tous les peintres, avec un pinceau et puis des couleurs, sur des supports divers et variés. J'aime beaucoup les quelques exemples de peinture qui sont proposés dans le catalogue. J'aime sa peinture, on reconnaît Souterre parce que il a dessiné tout au long de sa vie des personnages qui sont très caractéristiques de son style. Si on voit un dessin de Souterre, on le reconnaît tout de suite parce qu'il y a des constantes dans ses dessins, etc., dans ses déformations qui sont absolument éblouissantes, parce qu'il ne suffit pas de déformer pour déformer, mais lui, il déforme en conservant, comme on pourrait dire, une technique un peu classique de travail, soit à la plume, soit au pinceau, soit au crayon. Ce qui est plus insolite, c'est qu'il dessine ses chefs-d'œuvre sur n'importe quel support, puisqu'il a été souvent privé de supports traditionnels qu'utilisent les artistes, c'est-à-dire le papier à dessin, l'ingre, le canson, ces choses-là, quoi, voilà. Et donc, avant que ses amis comme Giono ou comme le grand architecte Le Corbusier, ouais. Le Corbusier l'aide en lui fournissant du matériel graphique ou de peintre, etc. Voilà. Donc, il est soumis à de telles vicissitudes à son retour des États-Unis, parce que là, il a un petit peu perdu la boule. Est-ce que c'est un chagrin d'amour ou est-ce que c'est la rudesse de la vie aux États-Unis? Vous savez, comme disait ma camarade Piquet-Cout tout à l'heure, là, il faut être un self-made man, un self-made man pour vivre là-bas, quoi. On n'a pas les timidités européennes. Hein, il faut être fonceur, faut écrabouiller tout ce qui bouge autour de vous, voilà. Et lui, il n'a pas vraiment pu s'adapter à ce climat.
Il avait probablement une femme américaine qui avait des dents gigantesques. Ça l'a aussi un petit peu perturbé, même beaucoup, je crois. Quelqu'un comme Souter, qui semble être quelqu'un de très sensible, hypersensible même, a dû souffrir justement de cette violence de la vie sociale et artistique américaine. Voilà. Il revient en Europe tout déglingué et il s'en relèvera pas. Voilà, il va passer une vie pratiquement carcérale. C'est là où il a fait tout son travail. Voilà. Entouré de gens qui ne comprenaient rien à ce qu'il faisait et, comme l'a dit ma camarade, qui se servaient de temps en temps de ses dessins pour allumer le feu. Voilà, vous voyez le niveau. Mais ça n'a pas été qu'avec Souter. On retrouve ça avec Camille Claudel, on retrouve ça avec... ouais, c'était bien pire avec Camille Claudel. Oui, avec... avec Séraphine. Séraphine de Senlis, etc. Bref. Et moi, ce qui m'a complètement bouleversé, tout le reste, j'aime beaucoup tout son travail, cette sensibilité, cette façon de retourner, en quelque sorte de modeler des formes inhabituelles, voilà, etc., de faire du corps humain une espèce de modelage différent de ce qu'il voit, mais une différence qui est vraiment intéressante du point de vue plastique. Et à la fin, c'était à la fin de l'exposition d'ailleurs, à la Maison Rouge, à côté du quai, c'était du canal... du canal, oui, du pont d'Arsenal, du canal Saint-Martin. C'est des peintures au doigt, avec de la peinture qui est de la peinture pour les bagnoles, quoi. Vous voyez, ça ne devait pas l'arranger non plus de faire ça avec ses doigts, mais enfin bon. Et là, il y a quelque chose qui se passe d'absolument, comment on pourrait dire ça, étrange, extraordinaire. Il entre dans un monde, il crée un monde complètement halluciné, de personnages qui peuvent ressembler parfois à une iconographie qu'on peut voir dans des décorations africaines ou dans des expressions en plastique africaines. Voilà. Et là, il y a une gestuelle, une espèce de... C'est quelque chose d'indescriptible, quoi. On reçoit ça en pleine poire. Et je crois que si on est un peu sensible, on ne s'en remet jamais. On est tenté, si on est dans ce métier, on est tenté de se laisser influencer par ce travail, mais qui est un travail tellement personnel, tellement lunaire, tellement extraterrestre, que il me semble que c'est très difficile de pouvoir s'amuser avec ce graphisme. Ouais. Et enfin, dans l'œuvre de Souter, il y a aussi toute sa période où c'est principalement la femme qui était le sujet principal de son travail. Alors au départ, cette femme, cet être féminin, il y a eu deux visages. En fait, il y a eu la femme, la belle femme, la femme qui est sensuelle, qui est généreuse. Et puis petit à petit, à partir de 1935, cette femme va devenir inquiétante. Enfin, c'est là qu'il va justement les déformer. Enfin, elle devient mauvaise, redoutable, persécutrice. Donc en fait, ça c'est son histoire et son rapport au féminin. Enfin, tout ce féminin. Une conséquence aussi, son séjour aux États-Unis, voilà. Avec cette américaine, cette Givaro, là. Non, non, pas comment on dit, Virago. Et d'ailleurs, quand ils se sont séparés, elle a fait inscrire qu'elle était veuve. En fait, c'est carrément pour le rayer. Elle a voulu récupérer son nom de jeune fille. Elle a fait inscrire qu'elle était veuve. Par contre, dans les archives, on retrouve que le divorce était à charge, mais aux États-Unis, pour divorcer, il fallait que ce soit à charge. Donc ça, on ne peut pas vérifier qu'il y ait réellement toutes les charges qu'elle lui a mises sur le dos, quoi. Et ça, pour ça, les femmes américaines, semble-t-il, les femmes saxonnes, elles sont un petit peu, comment dirais-je, dérangées.
Voilà. Donc lui a travaillé aussi quand il était à Balagues. Il partageait sa chambre avec un vieillard. Et voilà. Donc Le Corbusier qu'il a rencontré à ce moment-là, en fait, c'est grâce à Le Corbusier qui a eu cette aide financière et après qui a pu avoir une exposition aux États-Unis. Lui dit que bon, il approchait les femmes avec respect, qu'il ne fréquentait aucune femme parce qu'il y a on l'avait traité de pornographe. Enfin, il y a eu toute une histoire. Oui, vu ses il dessins, fallait pas grand-chose à voilà. cette époque-là pour être pornographe. Voilà, exactement. Donc il n'y a rien qui est vraiment affirmé dans ce sens-là. Mais Souter a failli rester en fait un inconnu toute sa vie. C'est-à-dire que à sa mort, quand il a fallu débarrasser l'hospice de ses œuvres, il y a une vente, ses dessins étaient vendus 5 centimes. C'est-à-dire que c'était 1 sou de l'époque, sachant qu'un petit pain coûtait 4 sous, quoi. Aujourd'hui, ça vaut des sommes considérables. Et si Souter est sorti de l'oubli, en fait, c'est aussi quand Giono l'a fait connaître à Dubuffet qui a voulu le mettre dans ses collections, tout en reconnaissant que c'était pas un artiste brut. Il n'a rien d'un artiste brut. Il a une éducation artistique, il n'est pas autodidacte, il est très cultivé parce qu'il lisait énormément, il a illustré énormément de livres, de contes, de mythologie. Enfin voilà, il n'a rien d'un artiste brut. Et ses premiers dessins de jeunesse sont des dessins absolument classiques. Il a fait un portrait de Beethoven qui est absolument magnifique. Il peignait les rues de son village en Suisse, les façades sont impeccables, il y a des perspectives, enfin vraiment il n'y a rien à redire, il y a vraiment un acquis académique précis, quoi. Tout à fait. Oui, non. Mais enfin, on peut comprendre cette confusion qui lui attribue ce nom d'artiste brut, enfin, parce que ça veut dire que les gens perçoivent Souter ne perçoivent pas Souter tel qu'il est. Ils s'imaginent que c'est quelqu'un qui n'a plus de notion d'équilibre mental voilà, et souvent ceux qu'on appelle des artistes bruts sont des gens qui sont déséquilibrés mentalement. Donc Souter étant apparemment déséquilibré mentalement, c'est forcément un artiste brut. C'est aussi con que ça. Alors moi je voulais lire, il y a Hermann Hesse qui a écrit un petit texte, justement un poème qui s'appelle Louise Souter. Donc je vais vous lire. J'ai appris autrefois quand j'étais jeune à peindre des tableaux, de beaux tableaux corrects, à jouer de belles sonates sans fausses notes, sonates du printemps, sonates à Kreuzer. Je courais dans le monde clair, ouvert, j'étais jeune, aimé, célébré. Par la fenêtre toutefois, un jour, riant de ses mâchoires édentées, la mort m'a regardé. Et de ce jour, le gel n'a plus quitté mon cœur, je me suis enfuie, j'ai couru, j'ai erré partout. Ils m'ont rattrapé, m'ont enfermé, année après année. Par la fenêtre, au-delà de la grille, elle regarde et rit, elle me connaît, elle sait. Je peins souvent des hommes sur un mauvais papier, je peins des femmes, je peins le Christ, Adam et Ève, Golgotha. Ce n'est ni beau ni correct, c'est exact. Je peins avec de l'encre et du sang, je peins vrai. La vérité est terrifiante. Mais je couvre ma feuille, trait par trait, lâche ou serré, gris, noir, argent. Je multiplie les hiéroglyphes comme mousse laineuse, je les fais battre comme grêle sèche, peignés comme squelettes de poisson. Je tisse de gris filets de fil, toiles d'araignée, vent dans les herbes, trames de racines, calligraphie. Je gratte 10 000 traits, couche sur couche, lisses, gonflés, échevelés, dressés, fuyants, plumes, flammes. Je tire de leur lac un corps de neige, j'écrase le Christ sous le fait de sa croix. Des ailes battantes hantent des bois de rêve, de floconneuses fleurs rient tristement parmi l'ivraies flétries. Quelquefois j'oublie, quelquefois j'entends du tréfonds de nombreuses sombres années, une musique, une sonate à Kreuzer, mais je la sens derrière moi, debout à la fenêtre, qui rit, qui me connaît, qui sait. Voilà, c'est le texte en fait complet d'Hermann Hesse qui a été traduit par Philippe Jacotet. C'est un texte de 1961. Oui. Et d'ailleurs, le catalogue que tu avais acheté à Maison Rouge est absolument extraordinaire, parce qu'il y a toute la biographie de Souter, et à la fin, il y a beaucoup de textes, justement. Il y a la fille de Giono qui témoigne aussi du rapport de son père avec Giono. Il y a un texte de Michel Thévaux, de Dubuffet. Enfin, c'est vraiment très, 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 très complet. Sans vouloir conclure, parce que c'est une rencontre avec l'œuvre de cet immense artiste
n'impose pas du tout une conclusion. Il n'y a rien à conclure, c'est complètement ouvert pour la sensibilité de chacun de nous. Il y en a qui vont leur pousser avec totale incompréhension, d'autres qui vont l'aimer follement. Et je crois que c'est un artiste qui ne peut pas nous permettre d'exprimer des choses tièdes. Voilà, on est fou de lui, ou on est complètement indifférent. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas être, si vous voulez, regardé d'une manière docte, bien élevée, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien élevé du tout. Et que sa vie, si vous voulez, il la démontre avec ses dessins, avec son œuvre, c'est une vie de refus de la, comment dirais-je, d'une société policée. Voilà. Lui, il est dans le bouleversement permanent, pas forcément voulu, mais ça sort de lui comme ça, et il n'empêche pas le flot de se déverser, qu'il soit boueux, qu'il soit clair, qu'il soit plein de détritus. Voilà, il laisse faire, il laisse passer le courant, et c'est pas lui qui va se mettre en travers, c'est pas un barrage. Au contraire, il est pour les eaux libres. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Jacques retourne en enfer. Mathilde m'est revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te voilà, te voilà. Alors c'était Mathilde est revenue, Jacques Brel justement, pour illustrer un peu toute cette complexité de la relation avec les femmes. Alors dans les expos, Jean Hélion, La prose du monde au musée d'art moderne jusqu'au 18 août, La voix de la forêt, Théodore Rousseau au Petit Palais jusqu'au 7 juillet. Ce souvenir de Théodore Rousseau à Barbizon jusqu'au 16 juin. Les baigneurs de Daumier, la société mise à nu, c'est au musée de l'Estampe à Gravelines. Là, il faut prendre le train et aller voir le bord de mer et ce petit musée tout sympathique. Il est loin le bord de mer. Voilà, Broussailles, c'est à la galerie Papier d'Art. C'est des tableaux végétaux de Marie-Noël Fontan jusqu'au 18 mai. David Hockney, Normandisme, au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 22 septembre. Ça, c'est dans tout le cycle d'exposition sur l'impressionnisme.
Auguste Herbin, Le Maître révélé, musée de Montmartre jusqu'au 15 septembre. Au musée d'Orsay, 1874, réinventer l'impressionnisme jusqu'au 14 juillet. Il y a Sabine Moniris à la galerie Kaléidoscope et j'ai noté 2 nouvelles expositions à la Fondation Custodia. Un œil passionné, c'est 12 ans d'acquisition de Gerd Whitson. C'était l'ancien directeur de la Fondation Custodia. Apparemment, c'est une grosse exposition, ça a l'air très intéressant. Et au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, Constant Pape, c'est un post-impressionniste, ça a l'air d'être une exposition très sympathique, c'est ce qui me ferait bien envie pour la prochaine fois. Donc voilà pour les expositions. Le culturel de la semaine. Alors moi je suis allée au cinéma, je suis allée voir Le Tableau volé, le dernier film de Pascal Bonitzer qui passe actuellement en salle, qui part d'un fait divers réel, c'est-à-dire que c'est un jeune ouvrier dans la banlieue de Mulhouse qui achète une maison en viager et qui trouve dans cette maison un Egon Schiele qui est un tableau original d'Egon Schiele. Ce sont les tournesols qu'il avait peints en s'inspirant de celui de Van Gogh. Et donc le film retrace un peu l'histoire de la vente de ce tableau, en fait tout ce qui peut se passer comme conflit d'intérêts dans les gens les commissaires-priseurs, les salles de vente. Et c'est plutôt très bien fait. C'est un film qui est assez léger, qui dure 1h30, ça passe très très vite. Là pour le coup on serait bien resté un peu plus longtemps. Et donc c'est Alex Lux qui fait le commissaire-priseur qui va s'occuper de la vente. Léa Drucker qui est son ex-compagne mais qui continue de travailler avec lui, qui va l'aider dans cette démarche. Et on va voir comment se passent les enjeux financiers justement, comment ce tableau en fait est un tableau qui avait été spolié pendant la guerre. Et comment ce jeune homme, quand il apprend ça, ne veut pas du tout garder le tableau, puisque c'est un tableau volé, il n'a pas du tout envie de gagner l'argent qui correspond à la somme du tableau. Donc ils vont rechercher les enfants des propriétaires qui sont les nouveaux héritiers de ce tableau. Donc c'est un film, c'est un bon moment de cinéma avec des acteurs qui sont tous très très justes. Voilà, donc je conseille fortement. J'ai vu une série sur Arte qui s'appelle The Hour. C'est une série en 2 saisons de 6 épisodes qui se passe dans les années 50-60 et qui est le lancement de chaînes d'information télévisuelles avec les enjeux que ça représente et après la concurrence qui va arriver et comment les journalistes sont des journalistes d'investigation, comment ils vont enquêter sur deux ans. Il y a 2 enquêtes différentes, une par saison, avec les rapports, tout le rapport à l'actualité. La 2e saison est sur la prostitution et les enjeux politiques justement dans les boîtes de nuit où les politiques se retrouvent pour négocier des contrats. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Puis moi, j'adore les costumes de cette époque-là. Je trouve que les filles sont absolument magnifiques avec les robes de ces années-là. Et vraiment, je trouve que c'est très juste. Bon, la 2e saison est un peu difficile à la fin. J'ai eu du mal à m'en remettre. Mais enfin, voilà, c'est une saison que je conseillerais. Même si j'ai failli arrêter rapidement au début de la première saison, parce qu'il y a des scènes de séduction qui m'horripilaient avec... je dis, mais ça, on ne veut plus voir ça. Mais en fait, remis dans le contexte de l'époque et dans ce milieu de chaîne d'information, c'est acceptable. Et j'ai commencé un livre sur les conseils de Sophie Villoutrex-Brageux, un livre d'Emmanuel Dongala, Portrait de groupe au bord du fleuve. J'en parlerai un peu plus tard, parce que j'ai lu à peu près la moitié du livre, et ce sont des femmes africaines qui vont lutter pour une augmentation de salaire. Et ce que j'ai lu pour l'instant, je le trouve passionnant et très fort en sororité, quoi. Et tout de suite, pour les Aminches, comme j'ai perdu la liste, on fait un salut général à tous les Aminches qu'on a perdu la liste. Et on vous embrasse très fort et ça va revenir bientôt parce que dès demain, on va se pencher sur le problème avec ma camarade Pétiego. Parce qu'on n'a pas seulement perdu la liste, mais on a perdu le script aussi. Voilà, on vous aime tous. À la semaine prochaine. Salut. Malgré l'écran suétunéant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc,
faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.